Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on va parler de microservices et de maxi supplices, ou comment on a transformé une architecture distribuée en un majestueux monolithe. Tout à l'heure, Antoine vous a expliqué un petit peu comment découper du legacy. On va quasiment vous expliquer l'inverse. Non, pas du tout. Donc tout d'abord un petit disclaimer parce qu'évidemment le titre de la conf est un petit peu provocateur. En réalité, on va pas vraiment passer notre temps à critiquer ou à comparer les architectures distribuées et les monolithes. C'est plutôt un retour d'expérience sur comment on a fait une fusion de microservices et pourquoi aussi. Je tiens à préciser qu'aucun microservice n'a été maltraité pendant la fabrication de ces slides. Donc bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis tech lead chez CircularX. Et je m'appelle Yann et je travaille chez Théodo. Donc, d'abord un peu de contexte. Donc CircularX, en fait, c'est un projet qui est né au sein d'un groupe qui s'appelle Recommerce, qui est expert dans le reconditionnement en Europe depuis plus de 15 ans. Et en fait, il y a 3 ans maintenant, le projet CircularX a été lancé. C'est en fait un outil SaaS pour les entreprises qui veulent faire de la reprise ou du reconditionnement et se lancer là-dedans. Et le projet, il est au moment où on vous raconte cette histoire, il est déjà en prod, il est utilisé par des gros clients, mais il souffre de problèmes de perf, il souffre de problèmes de couplage, on va en parler juste après. Et donc, on a fait appel à Théodo et Yann est venu nous aider pour un petit peu y voir plus clair. Première chose qu'on voulait vous dire, c'est que la dette c'est jour 1. C'est-à-dire que là, comme on l'a entendu ce matin d'ailleurs, mais le projet est pas vieux, il a 2 ans à ce moment-là, comme je disais, et on a déjà ces problèmes de couplage, on a déjà des problèmes de performance, on n'est pas épargné, et là, en l'occurrence, c'est même pas une histoire de microservices, c'était vraiment de la conception. Je vais vous expliquer un peu mieux. Donc ça, c'est ce qu'on avait au départ. On voit 4 microservices au milieu. Les 4 du haut, ils ont pas tenu 3 commits. En fait, ils ont été supprimés très très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une architecture qui a été héritée en fait de la maison mère de Recommerce, où on a pensé que ce seraient les mêmes microservices et les mêmes domaines métiers qui apparaîtraient. Donc là, ce qu'il faut surtout retenir, parce que c'est un schéma pas du tout technique, c'est que on a 4 services qui tournent en Symfony API Platform pour ceux que ça intéresse, avec chacun leur base de données MySQL et un petit front en Vue.js d'ailleurs. Et tout ça, ça communique, mais ça communique beaucoup trop. En fait, les services sont absolument pas indépendants. Ils ont beaucoup de mal à répondre à une requête sans appeler 14 de leurs copains et qui se rappellent eux-mêmes, etc. Ce qui crée des lenteurs. Donc, au final, on a plutôt un monolithe distribué. Ce qu'on entend par là, c'est que, alors certes, en termes d'infra, c'est bien séparé. On a effectivement 4 serveurs. Sauf que déjà, on a beaucoup de mal à déployer certains services ou les scaler. Donc en réalité, c'est même pas vraiment distribué. Et puis, en fait, ces services, il y en a la plupart, c'est juste du CRUD, c'est des entity services, on y reviendra tout à l'heure. Ils font pas grand-chose et en fait, tout le métier est directement dans un des services qui est un peu fourre-tout, celui qui s'appelait Stock sur la slide juste avant. Donc en fait, c'est un monolithe et les autres, ils servent pas à grand chose, si ce n'est à créer du couplage, puisque du coup, Stock dépend de ces services-là. Un autre problème qu'on a, c'est des responsabilités pas très claires, parce que on a des microservices, mais il n'y a pas d'équipe de squad spécifiquement attribuée à chaque microservice. Il n'y a pas de métier attribué à chaque squad et il n'y a pas de domaine métier non plus attribué à chaque microservice. Donc en fait, c'est des boîtes vides, ce que vous avez vu, les stocks, diagnostics, catalogues, les noms des microservices. À part le nom, on n'a pas vraiment su séparer dès le début les bons domaines métiers. Donc ça crée un méli-mélo de dépendance qui peut pas être bon pour la perf. On va y revenir juste après. Autre problème, une réaction en chaîne qu'on pourrait comparer à un effet fork bomb. Ce qu'on entend par là, c'est que quand on appelle un des microservices, lui, pour répondre, il va avoir besoin d'appeler ses petits copains, comme je le disais, qui eux-mêmes ont besoin de s'appeler entre eux et des fois d'en appeler d'autres. Enfin bref, des fois de rappeler le premier aussi, parce que pourquoi pas. Et du coup, ça va venir remplir la file d'attente du serveur web. Donc dans notre cas, c'était la pool de FPM. Et le temps de réponse va augmenter presque exponentiellement à mesure qu'on a de la charge qui augmente. Donc pas du tout acceptable en production, quoi. Tout ça, ça présente des fondations un peu fragiles pour la suite et pour les futurs projets. Alors les futurs projets, c'est quoi? Notamment, on projetait à ce moment-là de lancer notre API publique par-dessus cette stack-là. Je vous fais pas de dessin, mais il y a une API publique sur un truc qui fonctionne pas bien. Ça va être compliqué de la rendre performante et de la rendre fiable.
Aussi, il est prévu que l'équipe grossisse beaucoup à ce moment-là, donc on se dit, si on commence à accumuler de la dette et qu'on rajoute 40 développeurs d'un coup sur le projet, ça va être un peu compliqué de scaler correctement. Et puis, il y a une roadmap produit, en fait. Pendant ce temps-là, le produit doit continuer d'augmenter, de s'améliorer, on a des features à livrer, on peut pas juste dire on recommence tout, on s'arrête là. Donc, un peu compliqué, c'est pour ça qu'on a commencé par se dire on va merger en microservices, quitte à séparer plus tard, mais pour ça, il nous faut un plan. C'est ça. On s'est rendu compte, Alexis nous l'a dit, que il faut que ça change. On peut pas rester dans la situation actuelle. Mais pour changer, on va pas y aller bille en tête, on va y aller avec un plan de bataille. Et ce plan de bataille, il doit avoir un certain nombre de composantes. Alors, on va commencer avec une métaphore. Supposons que notre situation actuelle, on est de ce côté du rivage. Alors c'est stable, c'est inconfortable, c'est stable. Et ensuite aller de l'autre côté, parce que on a un certain nombre de bienfaits liés à ça. Alors, perso, j'ai vraiment pas envie de faire comme le funambule, Alex Mason sur la photo, parce que c'est tout simplement beaucoup trop risqué. Donc, ce qui nous manque pour faire ça dans des conditions plus professionnelles, c'est 3 choses. La première chose, celle qui choque le plus, c'est un filet de sécurité. En fait, le filet de sécurité, c'est ce qui va nous permettre de réduire les risques en cas de problème. C'est ce qui va nous permettre aussi d'oser se lancer, parce que on n'est pas non plus kamikaze. Un filet de sécurité dans la tech, pour nous, ça se matérialise de 2 manières différentes. La première chose, c'est le fait de savoir rollback. Dans le cas de figure, on avait un process de rollback dans lequel on avait confiance, mais ce que ça veut dire, c'est que si on met en place de nouveaux outils, il faut aussi être en mesure de les rollbacker aussi. Le deuxième outil, c'est le monitoring. Repérer quand on a une 500 sur la page d'accueil en prod, c'est facile. Par contre, là, vu qu'on va toucher à l'existant de manière globale, il nous faut une manière de détecter les erreurs de manière exhaustive. Et c'est ce qui va ce qui va nous permettre aussi de réagir et de déclencher justement le rollback en cas de problème trop grave. Le monitoring, nous, ça s'est articulé autour de 3 outils. Le premier outil, il était déjà en place, c'est Sentry. Sentry, on avait déjà une intégration qui fonctionnait sur le projet. Par contre, on a passé du temps pour la tweaker un peu, pour que ça remonte correctement toute la stack trace, et faciliter le debug, et justement, tout de suite converger et comprendre les problèmes. Le deuxième outil, c'était un outil de test de charge, qui s'appuie sur Cassis, Grafana et InfluDB. L'idée, c'est que ça nous permettait de simuler des utilisateurs qui feraient un parcours sur l'application, avec les vrais temps de latence entre différentes requêtes, et ça nous permettait de voir l'évolution du temps de réponse. A priori, notre travail de merge, il devrait améliorer la perf, parce qu'on va arrêter les services qui n'arrêtent pas de s'appeler entre eux. Mais vu que la situation aujourd'hui, elle est critique, on peut pas se permettre que la situation ne se dégrade, ne serait-ce que temporairement. Donc on est obligé de le surveiller. Et enfin, troisième métrique, les métriques plus DevOps, qui sont justement la console AWS, qui sont manipulées par notre DevOps. Et justement, c'est ce qui me fait la transition avec le deuxième sujet pour réussir à faire notre funambule. Premier sujet, c'était le filet de sécurité. Le deuxième sujet, c'est d'avoir une équipe. On s'apprête à mener un chantier complexe où on a besoin de compétences tech, métier, DevOps, et en fait, on va pas réussir à faire ça à 2. Donc on s'est entouré. Et du coup, dans notre cas de figure, ça donnait qui? Ça a donné Jean-Luc Légolas en DevOps, ça a donné Nicolas Gimli en PO. On a eu un peu plus de force de frappe en dev avec Sam Joseph, et tout ça sous le regard régulier de Ludovic Aragorn, le CTO. Ok, on a une équipe. La troisième chose qui nous manque, c'est le fait d'avoir des étapes intermédiaires. Les étapes intermédiaires, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de réduire le risque, parce qu'on va faire des changements moins brutaux, et c'est aussi ce qui va nous permettre d'apprendre en cours de route. Ok, cette première étape, elle s'est pas super bien passée, voilà ce qu'on va faire pour les étapes suivantes. Nous, dans notre cas de figure, ce découpage, il apparaît de manière assez naturelle. On veut passer de 4 services à 1 service. Au lieu de faire ça en Big Bang, on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1. Et comme ça, on va pouvoir apprendre à chaque fois en cours de route. Et même, on va peut-être pouvoir démarrer avec des choses un peu plus petites. Ok. Maintenant qu'on a, du coup, ce filet de sécurité, cette équipe, ces étapes intermédiaires, on va pouvoir y aller. On va pouvoir se lancer dans le merge. Ouais, mais on va faire quoi? C'est ce qu'on va voir. Première chose à déterminer, justement, vu qu'on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1, c'est déterminer dans quel ordre on va merger les services, et quel service va absorber quel autre. Alors pour ça, la manière dont on s'y est prise, c'est-à-dire on a fait ce schéma, qui représente les calls HTTP qui sont faits entre les 4 services. Alors déjà, première blague, il y a stock identification qui s'appelle eux-mêmes en HTTP. Parce qu'ils sont pas conscients d'eux-mêmes, soit. De là, après, on s'est dit, on va envisager différents scénarios de rework,
Et en fait, on veut minimiser ce rework. Donc là, par exemple, on va compter les connexions à chaque fois à réécrire, à chaque fois qu'on veut merger un service dans un autre. Exemple, si on veut faire entrer diagnostic dans stock, il va falloir réécrire le 11 ci-dessous, le 1 ici, et cet appel-là, le faire pointer là-bas. Si c'est stock qui absorbe diagnostic. Donc au total, ça représenterait 13 connexions à réécrire. On déroule un peu ces différentes hypothèses en ayant deux services susceptibles d'absorber les autres. Le premier, c'est stock dont parlait Alexis, et le second, c'est ident, qui était aussi assez gros et qui bénéficiait de pas mal d'appels. On a déroulé et on est tombé sur le fait que c'était en mergeant tout dans stock petit à petit qu'on réduisait au maximum le rework. Ça collait à notre intuition première. Ce résultat, on pouvait aussi l'obtenir d'une autre façon. Cherchez pas à lire le modèle, c'est un peu obfusqué. On cherchait à regarder dans les tables des différentes bases quelles colonnes pointaient vers des données provenant d'autres services, et des équivalents de foreign key. Et en fait, on s'est rendu compte que stock, aucun autre service n'avait des données qui pointaient vers lui. Et donc, en effet, il avait bien ce rôle de service par défaut, là où les autres étaient des services plus spécialisés. Et du coup, ça avait d'autant plus de sens que ce soit lui qui soit l'hôte des différents merges. Ok, super. On sait dans quel ordre on veut les merger, on sait qui doit aller dans quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'un des merges? Pour éviter les régressions, on va avoir deux défis à relever. Le premier défi, c'est des calls HTTP qui peuvent provenir de l'extérieur. On a un certain nombre de callbacks, de batchs nocturnes qui tournent sur notre application, et ils sont susceptibles de tourner sur des URL de services qui vont disparaître. Donc, même après avoir fait un merge, c'est third party, il faut quand même qu'ils soient capables d'appeler les anciennes URL, parce qu'on ne va pas leur demander de faire la bascule en même temps que nous. Donc, il faut s'assurer que ces URL continuent de fonctionner, même après un merge. Pour répondre à ce défi, on ne l'a pas dit, on est sur AWS, en termes d'infra, on a utilisé API Gateway. Alors API Gateway, ça a plein de fonctionnalités, et qui d'ailleurs vont être utiles dans le projet futur d'API public. Ça permet de gérer du versionning d'API, ça permet de gérer notamment l'accès à l'API, et en fait, ça peut tout simplement faire proxy. Alors, du coup, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que Jean-Luc, notre DevOps, il a mis un API Gateway en phase de chacun des 4 services, mais qui pour l'instant ne fait rien, en pur passe-plat. Mais on va l'utiliser par la suite pour justement faire des routings un peu différents. Ok, deuxième défi, il concerne les données. Aujourd'hui, on a 4 bases, on n'en veut plus qu'une seule. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase où quand on va merger un service dans un autre, on va devoir récupérer le modèle de sa base, mais aussi les données qui sont présentes à l'intérieur. Il va falloir répliquer ces données. C'est une opération qui prend du temps. Pendant ce temps, il faut décider du comportement de la plateforme. Notre première intuition, ne cherchez pas à lire, je vais vous expliquer un peu en détail, ça a été de refuser l'obstacle. Se dire, non mais en fait, pendant qu'on fait cette phase de réplication des données, on va mettre une page de maintenance. Donc on avait un système en 2 étapes. La première étape, c'était une étape où on se chargeait de copier le modèle du service appelé à disparaître dans le service hôte. C'était une map classique, transparente, pas d'impact utilisateur. Et on avait une deuxième map où on faisait page de maintenance, interruption de service, et de là, on faisait un peu le reste. C'est-à-dire qu'on copiait les endpoints, la logique métier, on faisait le dump des données, on chargeait le dump des données, on changeait le routing pour que les anciennes URL pointent vers le service hôte, on testait tout ça un peu manuellement, on était content, on rouvrait les vannes. Ce plan, on a choisi de ne pas le garder, pour 2 raisons. La première raison, c'était justement cette page de maintenance. En fait, il n'y avait pas de blocage métier, pour eux, c'était une option tout à fait envisageable. Par contre, nous, ça a soulevé un certain nombre de questions techniques. Initialement, on était sur un chantier qui était quand même très orienté back-end. Là, on se retrouve à devoir faire du front et à devoir déployer du front en même temps. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si on a un utilisateur qui, en fait, est sur une ancienne version de l'appli, mais qui continue de faire des appels alors que maintenant, il y a la page de maintenance? Il y avait un certain nombre de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Et du coup, on voulait regarder ailleurs. La deuxième problème, il était plus d'ordre philosophique, c'est que justement, on veut une démarche itérative où on apprend au fil de l'eau. Et là, en fait, on faisait un plan en 2 étapes, une première étape triviale et une deuxième étape qui était un quasi Big Bang où on refaisait quasiment tout. Ça collait pas à notre approche. Et puis bon, on n'était pas très motivé au fait de se lever à 3h du matin pour faire tout ça. Peut-être. Du coup, on s'est dit, ok, la réplication de données, on va devoir s'y attaquer. Et c'est là qu'on a trouvé un outil AWS qui s'appelle
AWS DMS, pour Database Migration Service. C'est un service qui fait de la réplication de données, de manière bête et méchante. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça peut faire à la fois la réplication initiale, je copie des données d'une base dans une autre en one shot. Ça peut aussi faire de la réplication au fil de l'eau, quand une donnée est insérée, on la répercute sur l'autre base. Et ça peut aussi faire de la réplication bidirectionnelle, sans qu'il y ait de problème de boucle infinie. Et c'est ça qui va nous donner le deuxième plan. Alors le deuxième plan, accrochez-vous, c'est la slide la plus technique. La première étape, on bouge pas. On fait ce qu'on faisait dans le plan précédent, c'est-à-dire qu'on fait que copier le modèle, par exemple de Diag, dans Stock, et on applique la réplication, on met en place la réplication DMS dans les deux sens. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Deuxième étape, maintenant qu'on a copié le modèle, on peut aussi copier les endpoints de l'ancien service dans le nouveau. Le schéma vous ment, il vous dit que c'est le moment où on met en place API Gateway, c'était mis en place déjà au préalable. Soit. C'est une deuxième app classique, parce que ces endpoints, ils sont désormais présents dans le service hôte, mais ils sont toujours pas appelés par personne. Donc, c'est encore une map transparente, sans impact pour l'utilisateur. Là, c'est le moment où on fait une opération de bascule. Là, c'est le moment où on rigole un peu. C'est le moment où on explique au API Gateway rouge, celui de gauche, désormais, tu n'exposes plus l'ancien service, celui qu'on s'apprête à faire disparaître. Tu rediriges tous tes appels vers le service de droite, qui a désormais les endpoints correspondants. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas du tout réécrit les URL. Le front, les autres services sont toujours persuadés d'appeler l'ancien service. C'est juste que c'est le nouveau qui répond. Ce qui est bien, c'est que du coup, vu qu'on a lancé DMS dans les deux sens, si jamais il y a un souci, en fait, les données sont toujours présentes dans la base rouge, parce que quand on les aura mises dans la verte, ça aura été répliqué dans la rouge, et à tout moment, on peut rollback et revenir comme si de rien n'était. Bon, on n'aura pas tué notre service, mais on peut retomber sur nos pattes. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire le ménage, nettoyer les confs Docker, le déploiement, la CI, changer les URL. Là maintenant, on peut dire aux third parties qui peuvent les changer aussi. On peut faire tout ce ménage-là. Et une fois qu'on a fait ça, on a un service qui est fusionné, mais qui est schizophrène. C'est-à-dire qu'il continue de s'appeler lui-même par HTTP en étant persuadé que c'est quelqu'un d'autre qui répond. Et là, c'est le moment où on va pouvoir réécrire ces calls HTTP en des requêtes SQL, par exemple. Ok. Ce plan-là, il nécessite que pendant la durée de l'opération, on ne touche pas aux deux services concernés. On a été plus loin en se disant, non mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va freezer l'ensemble du back-end pendant ces opérations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était dur de faire le tri. Justement, comme le disait Alexis, on a un back-end qui est très 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 complet. Donc c'était dur d'identifier des fonctionnalités qui ne touchaient qu'aux services auxquels on n'était pas en train de toucher. Et c'était plus simple pour tout le monde. Et puis pour les devs back-end, on aura trouvé de quoi faire. C'est-à-dire qu'au moment de représenter sur une frise les différentes opérations dans le temps, que ce soit les opérations infra, les merges des différents services, les différentes étapes, les bascules, en fait, on s'est rendu compte que cette phase de réécriture des endpoints, donc les transformer, les calls HTTP en requêtes SQL, on pouvait le transmettre en fait aux autres équipes. Ça avait plusieurs bienfaits. Nous, ça nous permettait de nous lancer tout de suite dans le merge d'après, de nous spécialiser sur une opération où on était les seuls à avancer. Ça permettait de réduire la durée du freeze, qui au final devait durer a priori 1 mois. Et en fait, les autres équipes, c'est eux qui ont la connaissance métier. Donc c'est eux les plus à même de remplacer, d'un point de vue logique, ces appels par ces requêtes HTTP par les bons appels à la base. Donc tout le monde était content. Et donc là, on a un plan où on a eu 2 mois de préparation, on a mis en place les outils, le monitoring, et on part sur 1 mois de freeze, et on va lancer les différents merges. Avant ça, quand même, on s'entraîne en pré-prod, parce que on sait que la bascule, c'est une opération qu'on n'a encore jamais faite, et on va s'entraîner avant de se lancer pour de vrai en prod. On le fait pourquoi ? Bon, déjà pour se rassurer, lister les différentes étapes, qui est responsable des différentes étapes, combien de temps elles prennent, et former ainsi un chronogramme qui nous permet de nous rendre compte qu'à chaque fois, une bascule, ça prend de un peu moins d'1 heure. Donc c'est mieux que se lever à 3h du matin, à chaque fois, on va faire nos bascules entre 8 et 9h du matin. Yes. Bon alors c'est super, on est des gros cerveaux, on a un beau plan, mais la théorie, on sait tous que c'est un pays où tout se passe bien, mais on va mettre un petit pied en pratique. Déjà, il y a eu des choses cool quand même. Quand Yann est arrivé chez Circularix, il y a une pratique qu'on n'utilisait pas, que maintenant on a généralisé, qui s'appelle les ADR, donc pour Architecture Decision Record. Donc ça sert principalement à historiser des choix d'architecture, mais en fait on a fini par l'utiliser pour beaucoup de choix techniques. À quoi ça ressemble ? Je peux tout de suite vous montrer la slide d'après.
Ça peut être très formalisé ou pas du tout. On fait aussi bien ça sur des tableaux blancs, dans Miro, dans Confluence, peu importe. L'idée, c'est surtout de peser un certain nombre de critères, donc de les pondérer, de savoir l'impact de chacun des choix. Et le but de tout ça, en fait, derrière, c'est déjà d'avoir un support de discussion pour la décision. Ça permet de communiquer une décision à d'autres squads pour que les gens comprennent aussi les choix qu'on a fait. Et ça permet évidemment plus tard, quand on essaie de se dire pourquoi on a fait ça, on était débile, au moins on a le chemin de pensée qui est tracé quelque part. Donc ça nous a beaucoup aidé. Ici, en fait, c'est trois exemples qui concernent la fusion des microservices qu'on a fait à l'époque. C'est des documents historiques, du coup, et un document pour l'API externe. L'autre partie, au-delà des décisions, c'était pour de vrai, merger la code base. Donc, il y a quand même deux parties. Il y a à la fois le code source et la base de données. Yann en a un peu parlé. L'idée, quand même, c'est qu'on a un mois de freeze, il faut qu'on aille vite. Sans ajouter de dette, il faut quand même qu'on puisse, du coup, aller assez vite, mais avec des étapes à chaque fois sécurisantes, les fameux stepping stones. Donc, ça va être un challenge. Le premier truc, c'est de remplacer les calls HTTP par des requêtes SQL, on l'a dit. Donc en fait, l'étape numéro un, même, c'est ce que t'expliquait Yann, on va avoir les services qui s'appellent eux-mêmes, enfin le monolithe finalement qui s'appelle en HTTP. C'est pas performant, ça sert à rien, mais au moins ça nous fait une étape facile. Deuxième étape, on peut remplacer directement tous les endroits où on utilisait un client HTTP dans le code par une requête SQL sans changer le contrat du service qui faisait les calls. Ça a l'avantage d'être aussi très rapide. Les autres équipes qui utilisaient ces services-là, ils voient pas la différence. On a juste à mapper différemment et puis c'est invisible. Et la troisième étape, qu'on pourra faire beaucoup plus tard, c'est finalement de revoir le modèle de données pour éviter d'avoir à faire peut-être des calls parce que par jointure ou par avec l'ORM, avec du lazy loading, etc., on peut éviter d'avoir besoin de refaire les requêtes SQL au mauvais moment. Donc du coup, merger la database et enfin la base de données et éviter les collisions, c'est notamment parce qu'on a eu plusieurs microservices qui avaient des tables qui avaient le même nom. Sinon, c'est pas drôle. Donc on a eu la clairvoyance de se dire qu'on n'allait pas tout de suite les écraser et peut-être juste les renommer quand même. C'est pas grand-chose, mais ça paraît bête, mais il faut quand même penser à vérifier qu'il y a absolument rien en commun quand on mélange des bases de données, parce que ça peut être assez vite compliqué. Je sais plus si j'avais autre chose sur cette slide, c'est pas grave. Ensuite, oui, alors ce matin on a parlé un petit peu de DDD, de domain design, non, domain driven design, pardon. Donc nous on a commencé à mettre un pied dedans aussi à ce moment-là, parce que au-delà de la base de données, en fait, on s'est retrouvé avec carrément des endpoints et des entités, des classes derrière dans le PHP qui étaient en collision et qui désignaient pas la même chose, mais avec les mêmes mots. Enfin, un peu ce qu'Antoine disait ce matin finalement. Et ça nous a poussé à commencer à nous dire peut-être qu'on réfléchisse à comment on nomme les choses, quand même un petit peu, ça serait pas trop mal. Et le premier exercice, ça a été déjà l'arbo de fichiers. Donc pour ceux qui ont fait du Symfony, ça c'est l'arbo qu'on avait avant, à gauche dans chaque microservice. Vous pouvez voir que c'est assez classique, c'est rangé par archétype, donc on a les commandes, les contrôleurs, les entities, les subscribers, etc. Donc ça c'est pas mal, surtout sur un petit projet quand c'est bien découpé, quand c'est jeune. Le problème c'est que là on a beaucoup de classes dans chacun de ces dossiers, qu'on va merger 4 microservices au même endroit. On n'a pas du tout envie de commencer à mettre le foutoir, on voulait pas créer de dette avec cette fusion, je vous le rappelle. Donc du coup, on a eu une petite idée, c'est de se dire, on n'a pas encore nos domaines métiers, on les connaît pas, c'est justement tout le problème, c'est que c'était mal découpé d'ailleurs au début. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, l'idée, ça a été de ranger par feature. L'avantage, c'est que les features, même si on sait pas à quel domaine elles appartiennent exactement, on sait quelle équipe les maintient. Et donc, on a pu commencer à ranger ces différents archétypes, hein, parce qu'on a gardé provider, etc. à l'intérieur, mais par feature. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un ownership sur chacun de ces dossiers pour chaque équipe. Donc, quand bien même on n'aurait pas résolu tous nos problèmes d'ownership, on sait déjà qu'on peut attribuer un dossier à chaque personne. Et ensuite, on viendra améliorer ça en se formant au DDD. Je crois qu'on y revient un petit peu plus tard. Ok, donc on a un plan de bataille incroyablement bien prévu, des mises en prod petites et surveillées par du monitoring. Donc évidemment, tout va bien se passer. Non. Donc c'est le début du voyage inattendu. Premier truc. Donc effectivement, API Gateway, ça a été très pratique pour la bascule. API Gateway d'Amazon, ça marche très très bien. Sauf que il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé,
C'est les fameux tests de charge dont parlait Yann, où on simule les utilisateurs pour voir le temps de réponse. D'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun call qui dépassait 30 secondes. Ça donnait ça, en gros. Donc au début, on a cru que c'était une bonne nouvelle. On s'est dit super parce qu'il y avait déjà des calls qui étaient plus longs que ça, donc on a résolu le problème. Sauf que là, je pense que vous avez compris, mais tous les calls qui sont écrétés, en fait, ils sont en 504, c'est des timeouts. Il se trouve que API Gateway a un timeout de 29 secondes qui n'est pas débrayable, même en demandant gentiment. Euh, on a essayé. Donc là, on s'est retrouvé à devoir faire un choix parce que effectivement, est-ce qu'on continue? On avait déjà établi tout le plan qu'on vous a décrit avant. On était parti pour un mois, on avait prévenu toutes les parties prenantes. Donc on a fait un ADR, comme je disais plus tôt, pour décider ce qu'on fait. Un des choix, c'était de se dire, bah, toutes ces features un peu longues, qui sont notamment des imports, des batchs, des tâches un peu grosses, on pourrait les rendre asynchrones. Ça serait un bon début. Ça nous arrangeait pas parce que fonctionnellement, les gens étaient habitués à avoir un retour au moment du call. Et puis surtout, le but là, c'est de faire le moins de dev possible, d'aller le plus vite. On va pas commencer à créer des fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant. C'est pas du tout le propos. Sinon, on pourrait aussi changer de techno. Si on n'utilise pas l'API Gateway et la WS, on pourrait utiliser Kong. Et là, le timeout, on a la maîtrise dessus. Mais bon, ça demande encore une fois de revoir un petit peu ce qu'on avait déjà mis en place, puisque à ce moment-là, l'API Gateway est en place. Et il y avait ma solution préférée sur l'ADR, c'était ne rien faire. Bah, du coup, on a fait ça, notamment parce que bon, c'est beaucoup de endpoints qui étaient à usage interne, qui étaient très longs. Et en fait, la plupart d'entre eux dépassaient déjà la minute avant, donc ils se prenaient des timeouts, mais du serveur web. Donc finalement, on n'a pas changé grand-chose, juste on sait plutôt que c'est très très long. Et puis surtout, je vous rappelle, le but du chantier, c'est quand même que tout ça, ça s'améliore. Donc à la limite, les 30 secondes, on n'est pas censé les conserver à la fin. Un autre problème en termes de side effects. Donc Yann l'a dit, on était très content de DMS sur la réplication bilatérale avec aucun risque de boucle infinie. Ça, c'est vrai que ça marche, c'est super efficace. Nous, en fait, ça s'est bien passé, ça a fait le boulot qu'on voulait quand on l'a mis. Par contre, il y a d'autres gens pour qui ça a été problématique. Un jour, on a un dev d'un autre projet qui n'a rien à voir avec l'autre, mais vraiment rien. Il vient nous voir et qui dit, mais vous avez pas changé quelque chose sur les bases de données de prod hier? On fait, bah si, on a peut-être mis DMS, mais en quoi ça te regarde? C'est pas ton projet. Bon, bah il se trouve qu'on partageait des ressources avec ce projet, et notamment les clusters de bases de données. Et en l'occurrence, DMS, ça peut être un peu gourmand. Donc chez nous, comme la base de données elle était petite, ça allait, ça n'a pas trop tiré. Mais eux, ils avaient des gros batchs nocturnes qui utilisaient, ou ils faisaient du queuing dans le SQL. Et en fait, ça a juste pété leur prod. Donc évidemment, quand ils ont dit ça, on s'est dit peut-être qu'on va pas garder DMS. Ça se fait pas. Et donc, on a changé le plan. En fait, ce qui s'est passé, donc en haut, vous avez le plan c'est la slide la plus complexe que Yann vous a montré tout à l'heure, où on fait de la réplication en continu, là, sur plusieurs releases. Bon, bah ça prend trop de ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est une copie one-shot au début, pour que les deux services aient exactement la même donnée, donc l'ancien et le nouveau dans lequel on merge l'ancien. Et donc, ça marche. Cette copie, elle dure moins d'une heure, donc en fait, à la limite, nous, ça nous va, on fait du one-shot. Bon, le problème, c'est que ça nous enlève la capacité de rollback. C'était un peu le but de DMS, c'est-à-dire si ça se passe mal, à l'étape 2-3, là, on peut rebasculer dans l'autre sens, et puis c'est bon, les données, c'est les mêmes de toute façon. Bah, en fait, le problème, il se résout aussi de la même manière. On peut refaire une copie one-shot dans l'autre sens avant la bascule, et il n'y a pas de problème. Donc finalement, utilise moins de ressources, ça résout le problème. Ce serait juste passer de la frayeur chez les copains en prod, mais on peut continuer. Il y a aussi des outils qui nous ont claqué entre les doigts. Tout à l'heure, on parlait des tests de charge avec Cassis. On a été quand même des bons élèves. On a fait un petit cahier de tests à l'avance. On s'était dit, à chaque release, depuis le début, depuis la première étape de merge des microservices, on va mesurer. Moi, je vous passe le scénario, mais globalement, on balance plein d'utilisateurs sur sur le parcours le plus critique. Et en fait, on voit jusqu'à combien d'utilisateurs en parallèle on peut monter en gardant un temps de réponse en dessous d'un certain seuil. Donc, on l'a fait pour 500 millisecondes, 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. Oui, c'est pas très audacieux, mais on partait de loin, je vous rappelle. Et bah déjà, au bout de la 10e release, on se rend compte que non seulement la perf ne s'améliore pas, puisqu'elle se dégrade. Ça, c'est une super nouvelle. Et en plus, on a des résultats un peu incohérents. C'est-à-dire que théoriquement, on peut avoir plus d'utilisateurs simultanés en dessous des 10 secondes que en dessous des 500 millisecondes. Je rappelle que 500 millisecondes est plus petit que 10 secondes normalement.
Donc on se dit qu'il y a peut-être un truc qui va pas, et après avoir s'être bien tiré les cheveux pendant quelques jours, c'est le script JavaScript qui allait lire les résultats du test en charge. En fait, en l'absence d'une donnée, il allait chercher les résultats du test d'avant. Donc ça sert à rien. On a acheté la moitié du tableau en fait, et puis on s'est dit on va continuer de faire les mesures, mais c'était un peu trop tard pour voir l'évolution correctement. Enfin, on arrive à, si je dis pas de bêtises, une vingtaine d'heures avant la dernière livraison du dernier microservice qu'on va merger. Donc c'est Ident dans Stock. Donc en fait, c'était les deux plus gros microservices à merger. Bon, bah, Ident, c'est le petit nom du service qui gérait l'identification. Puis moi, à 20 heures de la livraison, je me dis, mais on n'avait pas un SSO qu'on aurait oublié complètement dans notre plan de génie, au moins de vérifier qu'il marche. Alors oui, on a bien un SSO et il est utilisé par un client, le plus gros. Donc là, on panique, hein. On panique un peu évidemment parce que nous derrière, il y a des gens qui vont reprendre tout de suite du travail et on peut pas se permettre de dire on redécale encore les MEP, etc. Euh, les personnes, pardon, j'ai bu un verre d'eau. Sinon, je vais me tousser dans le micro. Les personnes qui sont au courant de comment marche le SSO, oh c'est gentil. Comment marche le SSO, comment le tester, dans quel environnement, avec quel credentials et tout, sont pas là, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc bon bah voilà, on est en train de se dire qu'on va remettre en question la MEP, etc. Et puis en demandant quand même à droite à gauche, on arrive à finir par avoir un environnement sur lequel on peut tester avec à peu près un cas de test et des credentials. Bon bah spoiler, ça marche pas. Coup de bol, en changeant juste une variable d'environnement, on peut le faire marcher. Là, on est 15 heures avant la dernière mise en prod et c'est bon, on est à peu près sûr que ça marche. Donc plus de peur que de mal, mais quand même beaucoup de peur, en l'occurrence. Donc ça y est, on a un monolithe en production. Maintenant, il est temps d'en tirer des conclusions. Donc on va en venir aux résultats. On a pronostiqué qu'on allait avoir un gain de performance. Bah, qu'est-ce qu'il en est alors? Déjà sur Sentry, donc sur l'APM, donc l'outil de performance de Sentry, si vous pouvez voir les résultats du endpoint, donc slash buyback, c'est l'équivalent si on était en e-commerce du endpoint qui sert à commander, si vous voulez, de l'order. Donc c'est le plus important. Bon, on va pas trop se vanter, mais on partait de loin, effectivement. On avait un P95, donc plus de 95% des utilisateurs qui étaient autour de 30 secondes de temps de réponse, ce qui est absolument pas acceptable. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on voit à chaque livraison des fusions de microservices qu'on a un drop, effectivement. Donc, on voit bien que c'était ce couplage qui occasionnait quand même une grosse partie du temps de traitement, jusqu'à arriver à la fin où on peut descendre en dessous des 5 secondes. Évidemment, on n'est pas spécialement fier d'avoir une panne qui répond en 5 secondes, hein. On a continué à travailler dessus après. Puis surtout, on a une nouvelle API, donc ce endpoint est même plus tant que ça à utiliser. Mais au moins, on voit déjà les fruits de notre travail. Ensuite, commence à se dessiner dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, les features associées à chaque squad et de l'ownership. Alors, on allait plus loin, c'est-à-dire que là, on est un an plus tard, en fait, littéralement. On s'est formé au domain driven, on a fait des ateliers avec le produit, le métier, avec les devs, avec tout le monde pour essayer de déterminer ça aurait dû être quoi ces microservices ou au moins ces différents domaines. Et donc maintenant, on a vraiment sur chaque squad un périmètre défini, un périmètre fonctionnel, et on commence déjà à avoir les bienfaits sur la réduction du couplage. Il y avait un autre enjeu de durée. On l'avait dit, le freeze, on voulait qu'il dure à peu près un mois parce que ça faisait que c'est pas trop le fonctionnel. C'était aussi une période où du coup, forcément, on livrait moins. Et du coup, notre plan initial, on tablait sur le fait d'avoir un monolithe le 26 juin. Au final, on a réussi à avoir un monolithe en prod le 22 juin. On était très contents, on a tenu à peu près les délais. Raison de plus, en plus, c'était que justement l'équipe qui allait se charger du développement de l'API publique dont parlait Alexis en début de projet, elle arrivait et elle faisait ses premiers jours le 23 juin. Donc c'était... voilà, évidemment on a eu des soucis et tout, mais en ayant fait notre plan de bataille, on a réussi à tenir à peu près les délais qu'on s'était fixés. Donc plutôt bonne nouvelle. Voilà, donc comme on s'est envoyé des fleurs, maintenant on va quand même faire le tour de ce qu'on aurait pu mieux faire. Je pense que vous avez déjà deviné quelques trucs, hein. Déjà, on aurait pu inclure plus de monde, notamment les product owners dans la réflexion.
Parce que vous avez vu le bug de SSO, en fait, il se trouve que il y avait une product owner chez nous qui avait un cahier de test, qui connaissait le SSO par cœur. Enfin, tout ça, ça faisait partie des features qui étaient bien dans le giron de quelqu'un. C'est juste que nous, on est parti comme des malins tout seuls, la fleur au canon, en pensant qu'on allait être plus malin que tout le monde. Mais en fait, si on avait discuté, le SSO, on l'aurait pas découvert 20 heures avant. On l'aurait découvert 2 mois avant, en fait. Donc, c'est important. De même pour les devs, hein, d'ailleurs, on a mis product owner, mais juste d'impliquer du monde, en fait. Aussi, calibrer nos outils. Bon, ça, c'est plus le fail avec Cassis, où c'est super de faire un petit tableau, de noter les temps de réponse, de faire des tests de charge, etc. Mais si le protocole est pas fiable, autant rien faire, on gagne du temps. Parce que, c'est-à-dire que là, on aurait pu très bien lancer Cassis sur des releases où on faisait rien bien en amont, et on se serait rendu compte que le script JavaScript, il prenait les valeurs du test d'avant, et on aurait pu le corriger assez vite. Ça, on aurait évité de flinguer les résultats de 10 releases. Pardon, je m'énerve. Et aussi, petit truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la slide Sentry avec les 30 secondes qui deviennent 5 secondes, il y a un trou de 3 semaines dans les stats. Bon, on sait pas ce que c'est. Euh, mais juste qu'on l'a pas vu à l'époque, et heureusement qu'on n'avait pas absolument besoin des stats de ces 3 semaines-là, parce qu'on a mal calibré Sentry, quoi, tout simplement. Donc, Ok. Maintenant que tout ça est derrière nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce que vous pouvez aussi en tirer pour vos prochains sujets? Tout d'abord, pour tout ce qui concerne le démarrage d'un projet, parce que c'est là où, du coup, il y avait un certain nombre de problèmes qui ont eu lieu. Je reprends cette image de Martin Fowler, célèbre gourou de l'architecture, qui a écrit Refactoring notamment. Il avait fait tout un article sur les microservices et il insistait sur le fait que pour utiliser des microservices, il faut avoir une certaine maturité technique pour savoir déployer indépendamment, avoir une CI, avoir du tooling, du monitoring, toutes ces choses-là. Nous, on va rajouter une information. Pour nous, il faut aussi une maturité métier. Généralement, en début de projet, on se cherche un peu côté métier. Le domaine, il n'est pas encore très clair. Faut un peu faire tourner tout ça. Et du coup, si on veut des gens qui voudraient à tout prix faire des microservices par hype ou par d'autres raisons, ils pourraient être tentés de dire, tiens, ce bout du domaine, on va le mettre dans un truc à part, même si c'est responsable d'aucune portion du métier, et en fait, ça va juste faire du CRUD. Et en fait, le fait de faire ça, ça s'appelle justement, comme le disait Alexis, des Entity Services, et remplacer des jointures SQL par des calls HTTP, ça va jamais être performant. Vous n'allez pas découpler le métier, au contraire, vous allez multiplier des appels. Et en fait, c'est aujourd'hui considéré comme un anti-pattern. Donc c'est vraiment un truc qu'on vous décommande. donc effectivement, si nous on a fait l'erreur, c'est aussi parce que quand on est une jeune petite boîte, c'est dur de connaître son métier au début et de voir à l'avance quels vont être les différents domaines, hein. C'est pas forcément facile. Je sais plus ce que je disais normalement sur cette slide, mais je vais vous renvoyer en fait à ce que Antoine Mazur a dit ce matin, parce que grosso modo, je trouve que les conseils qu'il a donnés sur la façon de faire du modulaire sans même faire du microservice, c'est quand même la logique que nous on aimerait vous faire retenir surtout. C'est possible de faire du modulaire sans faire de microservices. Aussi, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça, on l'a vu avec le problème de DMS où on a fait tomber une prod sans savoir qu'on partageait les mêmes ressources. Ça paraît évident, mais je préfère vous le redire quand même. C'est pas très intéressant de partager des ressources avec des projets qui n'ont rien à voir. Évitez. Ok. Désormais, ces conseils vont plus servir dans le cadre d'un prochain gros chantier technique que vous aurez à faire, plus vraiment un début de projet. En fait, on s'est rendu compte avec DMS, malgré le souci qu'a décrit Alexis, que ça nous a permis, cette solution cloud, d'avoir une solution plus itérative, plus élégante, plus simple que si on avait appliqué notre recette standard qui aurait été de faire une page avec interruption service et de tout faire sous le tapis. Du coup, ce qu'on se dit, c'est que pour les prochaines fois, c'est pas mal justement de se challenger et de ces idées conçues et de justement regarder s'il n'y a pas d'outils cloud qui simplifieraient des choses que auparavant on aurait fait un peu à la main. L'autre chose, je remets cette slide pour vraiment insister sur l'aspect filet de sécurité, étape intermédiaire, bosser en équipe. C'est des composantes que vous allez pouvoir utiliser sur absolument tous vos chantiers techniques complexes, pas juste celui-là. C'est vraiment, c'est ce qui, sans ça, on n'y serait jamais arrivé. Aussi, d'un point de vue méthodo, sans avoir de recommandations particulières, avoir un plan de visibilité qui est partagé, c'est important. On l'a vu sur comment on a pu se débarrasser d'une partie du boulot avec les autres squads, mais ce que ça veut dire derrière, c'est aussi qu'elles ont pu voir des opportunités et des risques là où on l'avait pas vu. Et encore une fois, pour ce truc de SSO, si on avait peut-être plus discuté, plus partagé le plan, il y a des choses qui auraient été vues bien en amont. Donc c'est la clé de partager la visibilité.
Et on veut finir avec une note d'espoir, parce qu'en fait, sur les projets, il y a souvent une certaine résignation quant à la dette technique, surtout quand elle est liée à des mauvais choix structurels qui ont eu lieu en tout début de projet. On a l'impression que c'est une fatalité et qu'on devra toujours vivre avec. La tentation de tout envoyer à la poubelle et de repartir de zéro, elle est grande. Mais en fait, le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une fatalité. Alors pour s'en sortir, ça va demander un certain nombre de choses. Ça va demander de rendre visible le problème, ça va demander d'impliquer les bonnes personnes, ça va demander de mettre en place un plan béton et d'essayer de penser à tout. Ça va aussi demander, ce plan, il va jamais répondre à tout. Ça va demander du coup d'improviser et de réagir à des soucis de dernière minute. Mais malgré tout, le jeu en vaut la peine et tout le monde en profite derrière. Merci à tous, merci à l'orga.